Mesdames, Messieurs, avec cette seconde journée consacrée au principe du droit pénal à venir, on plonge encore un peu plus dans le futur. C'est pourquoi je ne passerai pas beaucoup de temps à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir convié, à leur dire et à vous dire à tous le plaisir que j'ai à me retrouver ici, à me retrouver parmi vous, après tant d'années. Repassons au futur, maintenant. Le futur, le droit pénal à venir, est d'abord sa place, c'est-à-dire ses frontières. Je donnerai immédiatement, ou presque, la parole aux intervenants. Je constaterai seulement que le droit pénal traditionnel, le droit pénal classique, avait des frontières relativement bien délimitées, même s'il était partout, dans toutes les matières, et aussi limité. C'était en quelque sorte l'invité à la table de toutes les matières, mais c'était un invité qui savait rester discret, c'est-à-dire l'ultime recours. Mais, et là arrive le futur, quand il y a des matières qui se métamorphosent, qui s'élargissent au point de presque imploser, je pense aux modes de communication, je pense à l'intervention humaine en matière de génétique. Qu'advient-il de cet invité discret ? Est-ce qu'il va savoir s'adapter ? Que va-t-il devenir ? Et puis en fait d'adaptation. Quand il va trouver comme voisin de table, continuons avec notre table de banquet, quand il va se trouver comme voisin de table des systèmes différents du sien, qui ont pourtant des objectifs proches. Je pense à la sécurité avec la sûreté intérieure. Comment il va se transformer ? Est-ce que pour leur laisser de la place, il va se recroqueviller sur lui-même, ou est-ce qu'au contraire, il va se mélanger avec eux ? Se mélanger avec eux, c'est une façon de s'adapter. Et hier, le professeur Dreyer nous parlait des facultés d'adaptation du droit pénal. L'esprit chagrin que je suis se demande si parfois, en s'adaptant, il ne risque pas, à certains égards, pas partout, Dieu merci, de perdre son âme. Rassurez-vous, je ne répondrai pas à cette question et donc je donnerai immédiatement la parole au professeur, avec grand plaisir, au professeur Xavier Pin. Le Code de la sécurité intérieure, substitut du Code de procédure pénale, tant on est impatient de savoir ce qui se cache sous le point d'interrogation. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je vous retournerai la question, parce que, comme vous avez peut-être lu sur le programme, le Code de la sécurité intérieure substitue au Code de procédure pénale, point d'interrogation. Voici une question qui a été formulée par les organisateurs de ce colloque de manière un peu péjorative, parce qu'un substitut est un ersatz, et un ersatz n'a jamais totalement les mêmes qualités que l'objet qu'il remplace. Mais je pense qu'elle a été formulée aussi de manière un peu subversive, car elle insinue qu'un code, celui de l'ordre, le code de la sécurité intérieure, pourrait remplacer le code, celui de la justice, le code de procédure pénale, ou peut-être de manière un peu plus percutante, que le code de la sécurité pourrait remplacer le code de la sûreté. Alors je me suis dit que si ce sujet m'était attribué, il faudrait qu'il y a des étudiants dans la salle, que j'emploie peut-être la fable de la grenouille qui se voulait paraître comme un bœuf, en me disant que finalement c'est la fable qui raille ceux qui veulent se donner l'apparence d'une qualité qu'ils n'ont pas. Mais j'ai compris aussi que la question était sans doute un peu biaisée. Elle a dû être formulée par ceux, et j'en suis, qui sont spécialistes de procédure pénale, mais surtout inquiets de voir l'esprit de sécurité l'emporter quelquefois sur l'esprit de liberté.
Cette inquiétude a d'ailleurs été formulée par nos collègues, ceux qui sont dans la salle ont participé pour certains au colloque organisé par Marc Toulier à l'École militaire en 2016, où il était question du Code de la sécurité intérieure, artisan de l'ordre ou d'un nouvel ordre ou semeur de désordre. Mais je me suis dit qu'on pourrait imaginer que la question était posée par un spécialiste de sécurité intérieure ou quelqu'un qui travaille avec les forces et les services de police, et la question n'aurait peut-être pas été formulée dans ce sens. Il y aurait certainement eu une façon de déplorer que le Code de sécurité intérieure puisse être concurrencé, alors déjà par le Code de la défense, mais peut-être aussi par le Code de procédure pénale. C'est le traditionnel débat entre sécurité et liberté. Je me suis dit qu'alors avec ma fable entre la grenouille et le bœuf, je ne saurais plus qui est le bœuf, qui est l'œuf non plus, qui est le bœuf et qui est la grenouille. Alors je me suis dit, je vais préférer peut-être, parce que pour éviter ce biais, vous raconter plutôt une histoire un peu moins sérieuse. Je vais vous parler d'un code vieillissant, d'un code malade, le code de procédure pénale, qui vient d'atteindre l'âge légal de la retraite, 64 ans, et puis qui peut peut-être avoir le sentiment qu'il vaudrait mieux retourner à cette époque où il était un code d'instruction criminelle. Et puis, je vous raconterai l'histoire de ce jeune code vigoureux en pleine crise d'adolescence, 12 ans presque, qui lui dit en quelque sorte « Allez, fais de la place PP. CPP. Je n'étais pas sûr qu'elle passe, celle-là. Mais je vais essayer d'être un peu plus sérieux. De manière plus sérieuse, derrière cette question, il y a la question de savoir si les codes seront amenés à se rapprocher à l'avenir ou voire à se confondre. Et la question peut se poser car on voit se multiplier des lois qui, au nom d'un soi-disant continuum de sécurité, prévoient des dispositifs de sécurité intérieure qui se prolongent sur le terrain de la procédure pénale, au point que la frontière entre police administrative et police judiciaire est devenue poreuse, pour ne pas dire artificieuse. Je reprends les mots de Raphaël Parisot. Il suffit d'évoquer ici la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, ou encore la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, et si vous consultez toutes ces lois, elles accroissent toujours des dispositifs de surveillance et de sûreté et touchent aussi bien au Code de la sécurité intérieure qu'au Code de procédure pénale. Alors ces codes n'évoluent pas toujours au même rythme. Il y a des réformes qui sont uniquement celles du Code de sécurité intérieure. J'imagine, on est en train de discuter de savoir s'il faut réformer la question des agences privées de sécurité. Ça sera du Code de sécurité intérieure. Si demain on réfléchit à la réforme de la justice pénale, et vous savez qu'on discute de l'avenir des cours criminelles départementales, ça sera que le Code de procédure pénale qui sera touché. Mais si ces codes n'évoluent pas au même rythme, ils évoluent bien souvent dans le même sens. Pour prendre l'exemple de l'année dernière, au début de cette année 2023, au début de l'année, la loi LOPMI du ministère de l'Intérieur, qui aurait dû a priori concerner le Code de la sécurité intérieure, modifie le Code de procédure pénale et modifie la procédure pénale dans le sens des réductions, des contraintes qui s'appliquent sur les enquêteurs, en réduisant le contrôle judiciaire, par une extension du champ d'application des réquisitions générales du parquet et en multipliant aussi les procédures d'amende forfaitaire délictuelle. C'est dire que le Code de la sécurité intérieure a contaminé en quelque sorte le Code de procédure pénale. Et le phénomène peut être observé aussi avec la loi de programmation pour la justice, celle-là, adoptée le 10 et 11 octobre 2023, qui est venue autoriser le gouvernement à procéder à la réécriture à droit constant du Code de procédure pénale, sans doute pour en assurer la survie, mais force est de reconnaître qu'un certain nombre de mesures qui sont dites de simplification de la procédure pénale procèdent de l'esprit de sécurité. Parmi tant d'autres, je pense à l'extension de la possibilité de recourir aux perquisitions de nuit en cas de risque grave, à la possibilité pour le juge d'autoriser les enquêteurs à activer à distance un appareil connecté, sa caméra, son micro, pour géolocaliser en temps réel ou procéder à des écoutes de personnes dans certaines enquêtes. Là, j'ai envie de dire LOPMI ou LOPJ, même combat. C'est un peu, si je voulais faire encore une blague, ça serait LOPMI et LOPJ sont dans un bateau, LOPJ tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? LOPMI. Et vous pouvez... Mais je vais arrêter les blagues. Parce que j'ai compris que, compte tenu de cette évolution, ça veut dire que sans doute
les deux codes évoluent dans le même sens, qu'ils se rapprochent. Donc la question se pose. Et si la question se pose, eh bien, elle nous obligera tous à trouver une réponse. La présidente m'y invitait tout à l'heure. C'est-à-dire que pas simplement les pénalistes, mais les constitutionnalistes devront se poser cette question, car un tel rapprochement des deux codes conduirait à s'interroger sur la compétence. La procédure pénale relève de l'article 37 de la Constitution, l'ordre relève de l'article 37. Elle obligera aussi les administrativistes à se reposer les questions et qui devront à nouveau s'interroger sur le maintien ou non de cette distinction qui a été revigorée par le Conseil constitutionnel à partir de 1999 entre les libertés personnelles et la liberté individuelle. Plus étroite, liberté individuelle, celle qui serait garantie par le juge judiciaire, celle qui relève de l'article 66, une sorte d'habeas corpus constitutionnel. Alors on sait que cette distinction arrange bien le Conseil d'État qui voit le moyen de ne pas perdre sa compétence précisément pour la plupart des opérations de police administrative qui portent atteinte non à la liberté individuelle, c'est-à-dire au droit à la sûreté, mais à la liberté personnelle. Donc répondre à cette question, c'est aussi mettre tout le monde au travail pour réfléchir au nouveau paradigme qui serait créé. Et puis nous, les pénalistes, je l'évoquerai tout à l'heure quand même, on sera forcé de réfléchir à la fois cette distinction police administrative, police judiciaire, qui tombe d'elle-même, mais surtout à savoir qui doit l'emporter si c'était le code de sécurité intérieure. Ne faut-il pas repenser aussi les concepts qui englobent tous les actes d'investigation, quels qu'ils soient? Mais alors la question est sans fin, parce qu'il faudrait réfléchir non pas simplement code sécurité intérieure versus code de procédure pénale, il faudrait aller rechercher du côté du code des douanes, du livre des procédures fiscales, qui contiennent déjà beaucoup de pouvoirs d'investigation importants. Alors c'est dire en fait qu'il semble que la question de la substitution soit pertinente, et c'est ce que je verrai dans un premier temps, la question se pose. Mais c'est une question à laquelle il nous appartient collectivement de répondre, et c'est ce que je verrai dans un deuxième temps, une réponse s'impose. Alors là, la question se pose évidemment parce que il y a un certain nombre d'actes de police dits administratifs. Je vais utiliser cette distinction pour l'instant, c'est-à-dire prévention des infractions par rapport à police judiciaire, répression et recherche des preuves, qui se trouvent indifféremment dans le code de sécurité intérieure ou dans le code de procédure pénale, que ce soit l'accès aux données de connexion, les captations d'images. Il existe des dispositions de police judiciaire dans le code de sécurité intérieure et inversement de police administrative, on va dire, dans le code de procédure pénale. En d'autres termes, et s'il devait y avoir substitution, on aurait le sentiment soit que le code de procédure pénale est aspiré par le code de sécurité intérieure, soit parce que le code de procédure pénale est déjà, depuis les années 80, fin des années 80, déjà bien armé, soit que le code de sécurité intérieure est inspiré par le code de procédure pénale. Ça, c'est pour faire un plan d'agrégation. Alors, le code de procédure pénale aspiré d'abord par le CSI, eh bien, c'est constater qu'il contient de plus en plus de mesures qui relèvent de la police administrative et qui comportent surtout peu de garanties. Alors, au-delà de ce que vous connaissez des contrôles d'identité, c'était un débat sans fin, mais qui ont augmenté. Désormais, on a aussi les visites des véhicules et les fouilles de bagages. Ça m'est arrivé, mais pas par un agent de police judiciaire, tout à l'heure par votre appariteur. Les fouilles de bagages inspirées des contrôles de police administrative, eh bien, qui sont prévus par l'article 78-2-4 pour prévenir des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens. C'est dans le code de procédure pénale. Mais c'est surtout un nombre important de dispositions qui permettent de servir soit le renseignement en amont d'une infraction, soit d'être au service de la surveillance. Alors, le renseignement aspiré par finalement les techniques de renseignement du code de la sécurité intérieure, difficile de le qualifier.
hier, on réfléchissait avec Julie Alix, est-ce que c'est du parapénal, est-ce que c'est du parajudiciaire? Je pense que c'est peut-être du parajudiciaire parce que c'est la possibilité finalement, avec du judiciaire, de partir vers le renseignement et pas l'inverse. Et puis c'est aussi la possibilité qui a été donnée un temps au service pénitentiaire de faire du renseignement pénitentiaire, et ça se trouve dans le code de procédure pénale. Alors, s'agissant d'un renseignement parajudiciaire, il y a aussi cette tentation que l'on a rencontrée dans un arrêt qui a été commenté d'ailleurs par Olivier Kahn, qui est dans la salle, un arrêt du 1er avril 2015, où quand des enquêtes ont commencé en renseignement et permettent finalement d'interpeller des auteurs d'infractions, la Cour de cassation, le 1er avril 2015, a réussi, pour finalement faire échapper au contrôle de la régularité de l'article 171 du Code de procédure pénale, a réussi à dire qu'il s'agissait d'actes de surveillance au sens de l'article 706-80 du Code de procédure pénale. C'était un trafic de stupéfiants qui avait été intercepté entre la France et l'Espagne, l'interception avait été possible grâce à des renseignements fournis par les officiers de liaison. La Cour de cassation a considéré que les renseignements collectés par les déplacements réguliers des officiers de liaison en Espagne ne constituaient pas des actes de police judiciaire, mais des informations utiles pour entreprendre en France, pour guider les investigations entreprises en France par la police judiciaire. Donc voilà. On a cette tentation d'aller chercher à requalifier en renseignement ce qui devait être en police judiciaire pour finalement régulariser une procédure. Mais ça, c'est une situation anormale et hypocrite peut-être sans doute. Il faut bien constater qu'il y a un phénomène, celui-ci légal, de vase communicant du judiciaire vers le renseignement. J'évoquerai juste un article, l'article 706-105-1, rien que les nombres là, montrent la démesure. En tout cas, 706-5-1, la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement, prévoit que des cas dans lesquels l'autorité judiciaire peut communiquer à des services de renseignement des éléments tirés d'une enquête. C'est une exception à l'article 11 du Code de procédure pénale en ce qui concerne les données à caractère personnel. Alors, je crois que son existence justifierait un encadrement un peu plus garantiste, parce que le Code, du moins, permet au procureur de la République de Paris, dans les affaires de cybercriminalité, criminalité organisée, affaires d'une grande complexité, de communiquer donc aux services de renseignement, de sa propre initiative ou à la demande des services, des éléments de toute nature figurant dans les procédures et nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, etc. Alors, il y a quelques garanties. Ceux qui sont destinataires de ces informations sont tenus au secret professionnel selon les articles 226, 13 et suivants du Code pénal. Et c'est un dispositif qui est déjà inspiré de ce qui existait un petit peu plus tôt, l'article 706-25-2 des renseignements qui peuvent être donnés du procureur de la République antiterroriste au service de renseignement. Mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que une fois l'information qui a été transmise, elle peut être partagée par les différents services de renseignement. Et ce partage n'est limité et n'est interdit que pour les services étrangers. C'est-à-dire que, et c'est un système qui a reçu la validité du Conseil constitutionnel. Mais on peut être dubitatif parce que ici n'a pas été respectée l'indépendance de l'autorité de la justice, la présomption d'innocence. Et si, alors effectivement, ça sera partagé à des personnes qui devraient respecter le secret professionnel. Mais si tel n'était pas le cas, s'il y avait une violation des conditions de l'article 706-105-1, on ne pourrait certainement pas demander l'annulité de cet acte parce qu'il faudrait, pour entraîner l'annulation, que la violation du secret soit concomitante aux actes qui ont été effectués. Donc, il y a ici une hybridation qui fait que le Code de procédure pénale perd les garanties qu'il a quand on est en enquête judiciaire. Et puis, je pourrais parler du renseignement pénitentiaire, qui a été un temps une réelle immixtion dans le pénal de la logique de sécurité intérieure. C'était la loi de 2016. Dans sa version qui était applicable à l'époque, l'article 727-1 du Code de procédure pénale autorisait les agents pénitentiaires à réaliser, aux fins de prévention des évasions, d'assurer la sécurité et le bonheur des établissements,
toute une série d'actes de surveillance, et ça allait loin, un recueil de données avec des techniques, un recueil de données techniques de connexion, utilisation même de ce qu'on appelle les antennes des empty catchers, l'interception de l'enregistrement de correspondance par les voies de télécommunication, etc. Donc des procédures lourdes qui étaient données à des agents pénitentiaires. Donc on a pu être surpris à ce moment-là que ce texte soit dans le Code de procédure pénale et pas dans le Code de sécurité intérieure. Alors, la loi de 2017 a partiellement réformé les choses. Elle a extirpé en quelque sorte ces compétences du Code de procédure pénale pour le replacer dans le Code de sécurité intérieure, mais elle en a laissé encore un petit peu dans le Code de la sécurité, dans le Code de procédure pénale. Et puis ce n'est qu'en 2022 qui finalement on a eu plus qu'une disposition qui permet finalement de quand même encore à ceux qui ont saisi du matériel dans lequel on aurait des informations, mais d'informer le procureur de la République pour qu'il y ait une poursuite. Bref, on avait quand même une aspiration ici à utiliser les agents pénitentiaires comme des agents de renseignement. Et puis, l'autre phénomène qui s'observe, c'est la surveillance. Dans le Code de procédure pénale, vous avez une série de dispositions, mais je ne vais pas m'étendre dessus, qui permettent de faire de la surveillance parajudiciaire, et je pense notamment à ce qu'Étienne Vergès a appelé la preuve par l'image. Il y a des dispositifs sur les captations vidéo, il y en a pléthore dans le Code de sécurité intérieure, mais il y en a aussi beaucoup dans le Code de procédure pénale, destinés normalement à des opérations de police judiciaire, qui permettent d'aboutir à des surveillances quand même massives et donc préventives. Juste quelques dispositions. La captation d'images réservée à la criminalité organisée présente la particularité de concerner les lieux publics et privés. Les dispositifs peuvent être fixes et mobiles. La captation et la fixation d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés, les drones, sont possibles. C'est le Code de procédure pénale. De même, la vidéosurveillance des lieux publics a été consacrée par la Cour de cassation avec des caméras fixes. Et je pourrais multiplier les exemples, sachant chaque fois que les enregistrements qui sont issus d'ailleurs de systèmes de vidéoprotection peuvent être utilisés par les enquêteurs par voie de réquisition. On peut aller chercher finalement, donc, dans ces images, une série d'images qui ne concernent pas forcément de la poursuite d'infractions ou des preuves pour les établir, ces infractions. Alors, sans compter qu'il y a une complexité extrême, et là je vous enverrai à la dernière chronique d'Étienne Vergès sur la preuve par l'image, et qui démontre qu'on devrait certainement améliorer tout ça pour mettre de la cohérence. Mais c'est surtout aussi surveiller, donc surveiller pour ici on surveille tout, mais on peut aussi surveiller pour prévenir la récidive. La loi du 30 juillet 2021 a quand même créé dans le Code de procédure pénale la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est une mesure qui a obtenu son brevet de constitutionnalité en disant que l'atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect à la vie privée ou au droit de mener une vie familiale normale pouvait être en l'occurrence adaptée parce que l'atteinte était nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention de la lutte contre le terrorisme. Mais ça c'est discutable, mais peu importe. En tout cas, c'est en tout point des mesures similaires à celles qui existent dans le Code de la sécurité intérieure, les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. C'est dire que le Code de procédure pénale a été cherché en quelque sorte une logique de sécurité intérieure. Mais ce n'est pas étonnant parce que l'inverse est vrai. Le Code de sécurité intérieure, et c'est le deuxième point, est inspiré pour beaucoup du Code de procédure pénale. D'aucuns qui sont dans la salle ont déjà vu que le Code de sécurité intérieure enflait et progressivement qu'il devenait un instrument répressif au fur et à mesure que s'accroît ce qu'on appelle la policiarisation de la société. Et ce phénomène s'observe, là encore, aussi bien au stade du renseignement, que là on appellera parapénal, parce que c'est du renseignement qui a valeur de preuve, et puis au stade, là encore, sinon de la surveillance, au stade des investigations. Dans le Code de la sécurité intérieure, il y a des outils qui permettent la collecte de preuves.
Alors les outils qui permettent d'apporter des preuves et surtout les renseignements qui ont valeur de preuve, eh bien, il y a, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, Édouard Berny qui a étudié cette question, renseignement et preuve pénale, et qui montre que finalement, à partir du moment où on a des actions de renseignement avec des vertus préventives, mais qu'on a multiplié les incriminations par anticipation, eh bien, une information qui aurait été recueillie à ce moment-là de la prévention d'une infraction matérielle peut tout à fait immédiatement correspondre à la preuve d'une infraction obstacle correspondant. Si vous prenez par exemple l'entreprise terroriste individuelle ou l'association de malfaiteurs ou l'association de malfaiteurs terroristes, finalement l'incrimination par anticipation de la préparation d'un acte de terrorisme est déjà la preuve que l'on cherche, et il suffit ensuite par voie de réquisition d'obtenir ce renseignement, et la preuve est faite, si vous voulez. Et d'une manière très générale, il y a dans le Code de procédure pénale énormément de procédés techniques qui permettent de déboucher très rapidement sur du judiciaire. Dans le Code de procédure pénale, vous voyez, j'ai déjà confondu, dans le Code de sécurité intérieure, ces outils sont inspirés de la procédure pénale. Les interceptions de correspondance, vous avez L852.1, CPP 100. Les infiltrations virtuelles, vous avez des dispositions dans les deux codes. La sonorisation dans les deux codes. Et puis vous avez aussi une disposition du Code de sécurité intérieure qui permet de s'appuyer pour des enquêtes administratives sur des fichiers de police judiciaire. Donc l'interpénétration est telle. L'ennui, c'est que quand on est sur le Code de sécurité intérieure pour mener toutes ces enquêtes, finalement, on a escamoté totalement le contrôle judiciaire et les droits fondamentaux qui vont avec. Mais l'étendue des procédures est comparable, la nature et les méthodes sont identiques. Donc, la procédure pénale, contenue dans le Code de sécurité intérieure, s'applique à des faits qui sont la plupart du temps déjà constitutifs d'une infraction. Il y a une sorte de quasi-gémellité, Marc Toulier utilisait l'expression, des techniques administratives et judiciaires, d'où la tentation de passer à un dévoiement de la preuve pénale, parce que ce n'est pas la perspective d'une contestation peut-être a posteriori par la voie de l'exception. Vous savez, l'article 111-5 qui permet de dire que l'acte qui a autorisé le renseignement est illégal, qui devrait, je crois, nous rassurer. On arrivera trop tard, même s'il y a cette possibilité. Ce n'est pas non plus le contrôle a posteriori par la CNCTR, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui va remplacer soit une autorisation a priori d'un juge judiciaire, soit un contrôle a posteriori, là encore, du juge judiciaire. Mais au-delà de ces renseignements qui ont déjà valeur de preuve, il y a surtout aussi des investigations qui valent collecte de preuves. Et là encore, énormément d'exemples, mais je regarde la présidente qui m'a dit qu'il fallait que je parle quand même plus longtemps pour pouvoir combler l'absence de... Alors, quelques exemples. Les caméras mobiles, L214-1, les enregistrements qui peuvent être faits par les policiers qui ont des caméras sur eux, ils ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs. Un exemple. Un autre exemple, traitement automatisé des données à caractère personnel, L232-1. Peuvent être mis en œuvre, ces traitements automatisés aux frontières, aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme. Autre exemple, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme. Vous avez la même chose pour les infractions au code de la route, pour permettre le rassemblement des preuves. Et les mots sont utilisés, c'est le mot « preuve » qui figure dans le Code de sécurité intérieure à l'article L233-1-1. Alors j'aurais pu vous parler aussi des enquêtes préfectorales afin de visites domiciliaires qui ont été instaurées dans le cadre de l'état d'urgence et qui perdurent, même s'il y a une sorte de garantie parce que le préfet doit prévenir ou informer le procureur de la République du tribunal de Paris ou en matière de terrorisme, le procureur de la République
antiterroriste, et qu'il va saisir le juge des libertés pour permettre ces investigations qui peuvent conduire à des saisies. Je passe parce que là, celui qui a inspiré certainement, c'est peut-être moins le CPP que le livre des procédures fiscales. Mais on a quand même des enquêtes qui font que le procureur ne sera informé qu'enfin, si ces visites ont permis une saisie qui révèle des infractions. Mais c'est le préfet qui prend la main. Alors, les instructions perquisition qui ont été créées aussi par la loi du 25 novembre 2021, L272-1, qui vient encore d'avoir l'approbation du Conseil constitutionnel avec une toute petite réserve d'interprétation dans une décision du 14 septembre 2023. Si vous allez voir, c'est ce qui permet les intrusions dans les parties communes d'habitation, des intrusions qui peuvent avoir lieu de manière permanente. Le Conseil constitutionnel a dit que ce ne porte pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée sous la réserve d'interprétation qu'elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d'accéder à ces lieux pour d'autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leur mission. Bon, il suffit une fois qu'ils ont trouvé le paquet de drogue, là, il dit, c'était ma mission, j'étais en police judiciaire, ou c'était ma mission, j'étais en police préventive, mais on est quand même dans les parties communes des immeubles d'habitation, c'est pas un lieu public, hein, les immeubles d'habitation, c'est des copropriétés. Mais, bon, bref. Alors, si je voulais noircir le tableau, je vous dirais aussi qu'il y a aussi des sanctions dans le Code de la sécurité intérieure qui s'apparentent à des peines, des sanctions, des mesures de sûreté, mais les assignations à résidence avec astreinte à domicile dans le cadre de l'état d'urgence, la possibilité de dissoudre certains groupements de combat ou les mesures d'interdiction de sortie de territoire applicables à ceux que l'on soupçonne de se déplacer à l'étranger pour participer à des activités terroristes, ça ressemble beaucoup à des peines. Alors, le CSI, le Code de sécurité intérieure, le CPP n'ont peut-être plus beaucoup d'identités séparées. Et on a le sentiment que celui qui est en train de gagner, c'est sans doute le Code de sécurité intérieure ou les forces de police, je ne sais pas, mais qui aurait en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, parce qu'on utilise les techniques déjà intégrées pour lutter contre la grande criminalité dans le Code de procédure pénale, mais on escamote toutes les garanties judiciaires. Alors, des réponses s'imposent. Mais les réponses s'imposent, il faut certainement remettre de l'ordre dans la loi. Mais il y a deux options, où on repense les contrôles, où on repense les codes. Repenser les contrôles, c'est se dire, mais quel juge pour contrôler l'atteinte à toutes ces libertés ? Repenser, je vous le disais, la distinction liberté personnelle, liberté individuelle. Un vrai juge de la liberté, où à nouveau ce juge des libertés et de la détention, mais en fait je pose la question à la salle parce que vous savez que le juge des libertés et de la détention, c'est le JLD, jamais là pour dîner, il est déjà surchargé et surtout il faudrait peut-être faire de lui un juge de l'enquête ou créer un juge de l'enquête et laisser un juge de la détention. Ce sont des questions qui doivent être ouvertes. Lui adjoindre peut-être ou renforcer les pouvoirs du ministère public, mais alors on remet sur la table la question du parquet indépendant et du ministère public indépendant, qui doit être remis sur la table. Vous avez tous suivi l'arrêt du 12 juillet 2022 en matière de réquisition pour les données de connexion. La Cour de cassation s'est enfin pliée plus ou moins à l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne pour dire que ce n'était pas un magistrat qui répondait à toutes les qualités d'indépendance qui permettaient d'ordonner ce type de réquisition. Le juge d'instruction ne le saurait certainement pas si on va dans la finesse de l'analyse. Mais alors, bon, en l'occurrence, elle a sauvé les procédures en disant qu'il n'y avait pas de nullité autre que d'ordre privé et il n'y avait pas de grief. Mais peu importe, le débat est sur la table, mais ça ne servirait peut-être à rien de repenser les juges si on continue à avoir des codes séparés et un code qui échappe au juge et un code où il y a le juge. Donc je pense que la solution serait de repenser les codes. Et là, il y a, je pense, dans la salle, ceux qui travaillent à la réforme du code de procédure pénale. Écrire un code de l'enquête, pourquoi pas. Un code du renseignement et de l'enquête, je ne sais pas. Parce qu'on ne toucherait pas le code de la défense, secret défense, au moins déjà. Mais le problème, si on repense ces codes, ne faut-il pas aussi intégrer une réflexion sur le code des douanes, le livre des procédures fiscales ?
où on maintient les deux codes, mais on essaye de faire en sorte que le code de sécurité intérieure devienne l'alinéa 2 du code de procédure pénale, avec cette idée que c'est bien dans la procédure pénale que les libertés publiques sont garanties. Eh bien, je ne sais pas, alors je vous pose la question. Je vous remercie. Vous nous avez emmenés, cher Xavier, très tranquillement, parfois de façon humoristique, au sein même des questions de liberté, de survie du code de procédure pénale, presque de survie de la liberté. Et en plus, vous avez proposé des solutions, de telle sorte que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui auraient envie d'intervenir, mais je me demande, pour respecter le système des organisateurs, s'il ne faut pas mieux, puisque vous avez déjà vous-même, entre autres, annoncé que Madame Farah Safi n'a pas pu venir, et donc pour l'instant, sauf si après certains d'entre vous veulent intervenir, pour l'instant le droit de la communication n'a pas pu venir avec elle. Je crois qu'il est temps d'avoir le plaisir de donner la parole à Maître Éric Céasso pour un autre système concurrent en quelque sorte du système pénal, la compliance. Maître, vous avez la parole. Merci Madame le Président. Alors, système concurrent, je ne suis pas vraiment sûr, j'irais même à dire à l'issue de ma réflexion que la compliance ne pourrait pas exister sans le droit pénal. Alors, je vais quand même centrer mon propos sur la compliance, c'est-elle l'avenir du droit pénal, mais j'ai déjà en tête cette remarque liminaire à l'issue de ma réflexion. Alors, je vais commencer par quelques remarques terminologiques qui vont éclairer un peu mon propos. Alors, la compliance, c'est un terme anglais, mais comme beaucoup de termes anglais, sont un terme qui vient de ce pays et qui a reçu, ça vient de complaire, complacere, décider avec. C'est un terme qui a reçu une connotation et un sens nouveau quand il nous est revenu de l'autre côté du channel. Et d'ailleurs, quand nous voulons utiliser sa traduction française de conformité, eh bien, la réciproque n'est pas vraie parce qu'on a besoin d'utiliser deux termes en anglais qui sont compliance and conformity. Conformity, c'est plus pour des sujets techniques, alors que compliance introduit déjà l'idée de conformité avec une règle de droit. Donc, avec cette première remarque terminologique, on s'aperçoit que la notion de compliance est fondée sur de la conformité à la règle juridique. Et on verra pourquoi elle est particulière, parce que la conformité à la règle juridique, ça porte un nom assez simple qui est la légalité. On verra qu'elle a un contenu très spécifique qui en fait un objet un peu à part. Alors d'où cela vient-il ? Eh bien, ça vient en fait d'une pratique qui s'est développée sur le droit de la concurrence aux États-Unis, avec le Sherman Act, le Clayton Act, et un renforcement des sanctions concurrence au début du XXe siècle, dans les années 2000, toujours sur des sujets d'antitrust et de cartel. On a aussi, en parallèle, l'introduction du Sarbanes-Oxley Act, qui est un ressort puissant de l'évolution de la compliance, avec, alors je ne vais pas vous citer tous les éléments, mais simplement 2-3 éléments qui vont m'intéresser dans mon propos, parce qu'on verra quels sont en quoi ces textes-là ont pu inspirer ou ne pas inspirer le développement de la compliance, mais c'est, par exemple, l'obligation de nommer des administrateurs indépendants dans des comités d'audit. On verra que ça joue un rôle dans la gouvernance de la compliance, et également la mise en place de contrôles internes et de référentiels spécifiques, dont beaucoup ont entendu parler, le fameux référentiel COSO, dont les entreprises connaissent bien l'importance et qui ont été un puissant moteur du développement de la conformité. Alors, compliance est souvent associé à l'éthique, mais les praticiens distinguent bien les deux termes, parce que l'éthique, c'est d'abord un ensemble de règles comportementales, ça se rapproche de la déontologie qu'on connaît bien dans ma profession. C'est d'abord et avant tout un ensemble de règles comportementales. C'est fondé sur des valeurs et ça a quelque chose de contingent, et ça n'est pas contraignant comme la règle juridique.
sur laquelle s'appuie la compliance. Cela étant, bon, ce sont des distinctions liminaires parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, la distinction entre ces deux termes est relativement poreuse, puisque un certain nombre de sujets d'éthique, comme l'intégrité, l'éthique des affaires, la lutte contre la corruption, on commence sur un sujet d'éthique dans les entreprises pour devenir des textes de droit en matière de lutte anticorruption. Et certaines pratiques qui sont développées par des entreprises peuvent ensuite influencer l'apparition de textes ou s'imposer comme une pratique de place, une sorte de coutume qui fait référence pour les praticiens. Et donc cette distinction n'est pas si claire que cela. Et il y a des incursions de l'éthique dans la compliance et de la compliance dans l'éthique. Alors la compliance, qu'est-ce qui fait, je l'indiquais en début de mon propos, son côté spécifique par rapport à la légalité classique? Eh bien, c'est que la compliance s'intéresse à la transgression de règles dont la conséquence financière est susceptible, dans les sanctions d'amendes financières qui peuvent être prononcées, sont susceptibles d'avoir un effet négatif, d'avoir un effet d'abord, et puis un effet négatif, pour être complet et précis, sur les comptes sociaux de l'entreprise. Ce n'est pas la violation de n'importe quelle règle, c'est est-ce que la violation de cette règle est susceptible d'avoir un impact sur mes comptes sociaux, en d'autres termes, de détruire de la valeur. Pour une entreprise, ça veut dire, pour une entreprise cotée, ça veut dire est-ce que c'est susceptible d'avoir un impact sur mon cours de bourse, pour être très clair. Et alors, de cette vision-là de la compliance, dès lors qu'on a cette idée, on s'aperçoit de deux choses. On s'aperçoit que c'est plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition ontologique sur ce qu'est la compliance par rapport à ce qu'elle n'est pas. Ça varie en fonction du temps. Et ça donc, en termes de domaine, on a commencé par l'anticorruption. L'anticorruption, pourquoi ? Parce que sanctions américaines, l'affaire Siemens, 4 milliards de sanctions, c'est significatif. Les sanctions internationales, les embargos, tout le monde a encore à l'esprit l'affaire BNP Paribas, 9 milliards. 9 milliards, ça a effectivement un impact, c'est destructeur de valeur, ça a un impact sur les comptes sociaux. On a évidemment le droit de la concurrence, dont est partie la compliance, et avec des sanctions jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial consolidé, c'est significatif, ça a un impact sur les comptes sociaux. Et puis, data privacy, le règlement général sur les données personnelles, on a une sanction. On a aujourd'hui des sanctions qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, là encore, c'est un sujet qui n'était pas un sujet un sujet fort dans la conformité, le devient à raison de l'impact que cela peut avoir. Et on a d'autres sujets qui rentrent dans ce champ de la conformité parce que c'est susceptible d'avoir un effet réputationnel fort sur l'entreprise, et cet effet réputationnel fort, conjugué par les pratiques d'investisseurs institutionnels, de fonds de pension, qui intègrent ce type de critères dans leur décision d'investir ou de ne pas investir, peut avoir un impact sur les comptes sociaux de l'entreprise. Je pense au devoir de vigilance, qui comprend l'environnement, la santé-sécurité, et les droits fondamentaux qui ont cette caractéristique d'être à la fois visés par le droit, par les libertés fondamentales, et aussi par les sanctions, le régime des sanctions internationales aux États-Unis, puisque les droits fondamentaux, ça fait aussi partie des sujets de sanctions embargo. Alors, ces considérations liminaires appréhendées, la compliance à venir du droit pénal, pourquoi, dans quelle mesure ? D'une part, on pourrait dire, à raison des pratiques dont elle a favorisé l'émergence, notamment en matière d'éthique anticorruption, et dont le législateur a pu s'inspirer, mais aussi un développement qu'il faut quand même bien reconnaître s'appuie sur des contraintes normatives préexistantes de textes étrangers à effet extraterritorial. Alors,
l'évolution du droit pénal des affaires en matière de lutte contre la corruption à raison du développement de la compliance, eh bien, on a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, préalablement à l'adoption de la loi Sapin II, un certain nombre d'entreprises françaises internationales étaient assujetties à d'autres textes à portée extraterritoriale, comme le FCPA américain et puis depuis 2010 le UKBA britannique. Ces textes-là avaient pour caractéristique d'être à portée extraterritoriale et d'avoir aussi un mécanisme, d'avoir créé une obligation de mise en place d'un défaut de prévention de la corruption. Donc ça n'est plus, on est au-delà de la frontière classique du permis et de l'interdit, on impose une obligation de vigilance pour la personne morale, on lui dit vous devez mettre en place des procédures effectives de lutte contre la corruption. Et si vous ne le faites pas, c'est un délit. Vous pouvez être sanctionné même s'il ne se passe rien, même s'il n'y a aucun acte de corruption chez vous, le simple fait. Alors bien sûr c'est théorique, encore une fois, il y a l'opportunité des poursuites, la couronne en Grande-Bretagne a des budgets comme partout ailleurs, le DOJ aux États-Unis pareil. Évidemment ça reste théorique, on ne va pas poursuivre, il n'y a pas de poursuite quand il ne se passe rien, il n'y a pas d'investigation quand il ne se passe rien, mais théoriquement parlant, le délit c'est simplement le fait de ne pas mettre en place ce mécanisme, ce dispositif efficace de lutte contre la corruption, même en l'absence d'actes de corruption effectifs. Alors, évidemment, assorti au montant des sanctions dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, les entreprises françaises commencent à se doter de codes de conduite anticorruption, de mécanismes d'évaluation des tiers, de dispositifs de whistleblowing, c'est-à-dire d'alerte, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en vue de se prémunir contre les sanctions, notamment à l'époque prononcées par les États-Unis. Nous avions aussi la Convention OCDE de lutte contre les agents publics, de lutte contre la corruption, des agents publics étrangers. Et sur les rapports annuels de l'OCDE, on s'apercevait que la France était régulièrement pointée du doigt pour son absence, pour son système insuffisant dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, une vision internationale, des ONG qui nous observent, une pression forte, une demande forte du secteur privé des entreprises pour de la régulation, ces éléments-là conduisent tout d'abord l'autorité administrative française, avec à l'époque un service interministériel qu'on appelait le service central de prévention de la corruption, à élaborer les premières lignes directrices en France de lutte contre la corruption. Nous sommes en 2015, c'est un processus de concertation entre l'administration et les entreprises, et un texte qui est ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire une recommandation qui n'a pas une valeur contraignante, mais dont les entreprises s'emparent, trouvant cet élément intéressant en termes pour l'évaluation de leur propre système. Et ensuite, nous arrivons à la loi Sapin II, qui, elle, institue dans son article 17.2 une obligation à la charge des chefs d'entreprise de mettre en place un dispositif anticorruption. Donc, l'article 17.2 de cette loi Sapin II, avec les 8 piliers plus un pilier sous-entendu qui est le tone from the top, l'engagement de la direction générale, tout à fait en ligne avec ce qui se passait à l'étranger, les 7 steps des Federal Sentencing Guidelines américains ou les 6 étapes des lignes directrices du UKBA. Donc un système cohérent, répondant aux attentes internationales, et puis préalablement une évolution des peines d'amende financière et de prison de la loi française avec la modification de 2007, la loi de 2007 en France, sur la corruption publique. On passe d'amende contre les personnes physiques qui passent de 150 000 € à 1 million d'euros. Pour les personnes morales, de 750 000 € à 5 millions d'euros. Et la corruption privée, on est sur la moitié de ce type de sanctions. Donc vous voyez déjà cet effet de la compliance sur
sur notre droit, c'est d'une part un texte qui apparaît, qui répond aux attentes, alors, et des peines, des sanctions pénales accrues, mais comme je viens de le sous-entendre, ces éléments-là ne sont pas que dus à la volonté qui serait une volonté morale, éthique des personnes, des acteurs économiques, mais vient aussi de contraintes qui ont été imposées par des textes étrangers à effet extraterritorial. Alors, cette compliance est aussi à l'origine d'outils juridiques innovants dans le traitement pénal de l'infraction, mais qui peuvent aussi présenter des effets induits qui n'étaient pas nécessairement soupçonnés à l'origine. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu, je vois que j'accélère un peu. D'abord, sur l'apparition de la justice transactionnelle. Alors, la justice transactionnelle, il y avait une très forte demande des acteurs privés pour la mise en place de cette justice transactionnelle. On nous expliquait que ça existait déjà avec la CRPC, mais c'est une contradiction dans les termes, puisque précisément l'objectif de la justice transactionnelle, c'était l'absence de reconnaissance de culpabilité. Donc, il y avait un premier sujet d'incompréhension. Et l'objectif, c'était de dire, et c'est là où on voit la différence d'approche entre la logique anglo-saxonne et notre logique, c'est que nous, on a la logique de la ligne jaune, du permis, de l'interdit, de Saint-Louis sous son chêne. La justice américaine a une vision de coopération du secteur privé et du secteur public en vue de l'intégrité. Donc c'est une logique plus coopérative. Et nous, on a eu une petite révolution copernicienne pour faire passer cette notion de justice transactionnelle. Je vous rappelle les débats de l'époque, l'avis du Conseil d'État rendu sur le sujet, qui nous explique que ce n'est pas conforme à notre ordre juridique interne d'une part, et d'autre part, comme il s'agit d'international et qu'il faut quand même être un peu moderne, on peut quand même l'accepter. Bon, je caricature à grands traits, mais c'est un peu en substance qu'on en a retenu en pratique. Cette justice transactionnelle a eu des débuts un petit peu limités, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, eh bien, je prends quelques décisions qui ont été rendues. Bouygues, on est à 8 millions en 2023, Airbus, 16 millions en 2022, Carmignac, 30 millions en 2019, Société Générale, 250 millions en 2018. On ne peut pas dire que ça soit totalement ridicule. Donc, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Alors, cela étant, est-ce que c'est pour autant un système d'avenir qui doit être généralisé? Eh bien, pour avoir été un chaud supporter de cette solution, aujourd'hui, les effets induits non soupçonnés m'apparaissent un peu plus clairement. Alors, j'en vois essentiellement trois. La première chose, c'est que quand on fait une transaction, et ça se voit essentiellement aux États-Unis, eh bien, on a tendance à s'éloigner de la barre. Et en s'éloignant de la barre, on a beaucoup moins de jurisprudence et le juge se penche beaucoup moins sur le fond des affaires. Donc, quand on veut évaluer aujourd'hui un cas aux États-Unis, on a un gros problème parce que, comme l'essentiel des sujets sont transigés, personne n'a envie de prendre le risque d'aller découvrir ce que la décision de justice pourrait être sur un sujet semblable. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Deuxième sujet, c'est qu'en France, la transaction, elle couvre simplement la personne morale, mais elle ne couvre pas la personne physique. Alors, soyons clairs, ça n'a pas interdit certaines pratiques avec certains parquets de discussion et de dire « moi, je n'incriminerai pas telle personne ». Mais ça repose entre une discussion entre le parquet et les avocats en charge de telle ou telle affaire. Il n'y a pas de garantie là-dessus. D'ailleurs, le parquet ne pourrait pas se lier par une décision de ne pas faire. C'est juste un rapport de confiance et des pratiques locales, mais qui sont vraiment à identifier. Je ne rentrerai pas davantage sur ce terrain, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et enfin, troisième sujet, c'est que la justice transactionnelle, l'absence de reconnaissance de culpabilité est une fiction juridique, puisque j'ai bien des faits qui sont reconnus, j'ai bien une base légale qui est identifiée. Un juriste sait faire l'opération de qualification juridique des faits. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cadre d'une justice transactionnelle avec un litige multijuridictionnel, ce que vous avez reconnu sur tel dossier, et qui a fait l'objet d'une transaction, peut être exploité dans le cadre d'un autre dossier. Et je citerai les affaires bien connues, pétrole contre nourriture.
pétrole contre nourriture, on commence, alors il y en a eu 2, hein, mais sur l'affaire initiale, vous savez, les affaires pétrole contre nourriture, d'ailleurs c'est intéressant aussi sur le terrain pur de la matière de la compliance. On a à la fois la violation de la règle d'éthique des affaires corruption et à la fois une sanction embargo. Pour faire simple, embargo contre l'État irakien, des entreprises françaises qui passent des contrats avec l'État irakien et qui se font imposer un système de surfacturation de 10% de leurs prestations correspondant à des frais de transport, de logistique, enfin ce qu'on appellerait du window dressing, une forme d'habillage du sujet. Première décision, ben oui, il y a bien 10%, le juge répressif constate qu'il y a bien 10% qui sont allés dans les caisses de la Banque centrale irakienne, mais ne trouve aucun élément de preuve comme quoi ces fonds auraient bénéficié à un enrichissement personnel d'agents publics étrangers. Donc, pas de caractérisation de délit. Comme en France, la sanction de la violation de règles embargo, ce sont des délits douaniers, ça reste quand même assez limité par rapport aux sanctions américaines, on s'en arrête là. Il y a un appel, il y a une décision de la Cour de cassation, et puis finalement, cette analyse est invalidée. Et c'est là où on se rend compte de la fragilité de notre système. Alors, fragilité dont la solution est essentiellement d'ordre pratique. C'est dans le partage des poursuites qui est organisé dans le cadre de la Convention OCDE pour savoir comment les investigations et les sanctions vont se répartir entre les différents États. Mais stricto sensu, une entreprise qui a reconnu des faits dans le cadre d'une transaction à l'étranger peut être poursuivie, ou en France maintenant, peut être poursuivie ailleurs parce qu'elle a reconnu les faits. Et quand vous avez reconnu les faits, eh bien, vous êtes un bourgeois de Calais qui vous présente devant son juge avec la corde autour du cou. Et vous oubliez les garanties au droit au procès équitable, puisque par définition, vous ne pouvez pas vous défendre. Tout est reconnu. La seule chose que vous pouvez discuter, le cas échéant, c'est le montant de votre peine. Donc voilà ces éléments sur ces effets induits qu'on n'a pas nécessairement soupçonnés. Alors, outre d'autres petits effets de moindre ampleur, comme parfois certains phénomènes de window dressing dont je parlais tout à l'heure, mais qui montrent que ces solutions juridiques innovantes ne sont pas nécessairement, enfin ces solutions juridiques innovantes ne sont pas au demeurant sans danger. Donc la compliance est-elle l'avenir du droit pénal ? Je crois surtout que la compliance n'aurait pas pu exister sans le droit pénal, et moi qui viens d'un unitaire de droit privé, je dois quand même reconnaître l'effet essentiel de la règle de droit pénal dans cette matière pour son évolution et pour aujourd'hui sa prise en compte de manière si sérieuse par nos grandes entreprises. Je vous remercie. Là aussi, cette intervention magistrale appellerait sûrement immédiatement des questions, mais inexorablement, le timing veut que nous nous tournions vers encore un nouvel horizon. Donc je ne prendrai même pas le temps de dire au professeur Florence Bellivier le bonheur que j'ai à la retrouver ici. Elle a la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux 3 collègues organisateurs pour cette manifestation magnifique. À l'heure de la captation de tout par vidéo, un des plaisirs des colloques, c'est de revoir des collègues, et notamment notre présidente qui m'a initiée au droit pénal aussi un nombre d'années incalculable, alors que j'étais jeunataire civiliste, à qui on avait demandé d'autorité, comme on le faisait à l'époque, de faire passer des oraux en droit pénal. C'est donc la première fois que je faisais passer des oraux, et en plus en droit pénal. Donc, comme à l'époque, on avait du temps, je suis allée vous voir, je me souviens très bien, pendant une journée, et donc vous m'avez appris comment faire. Remerciements donc aux organisateurs du colloque pour la construction du programme scientifique, qui m'a considérablement aidé à problématiser le sujet. Sujet qui, à première vue, en ce qui me concerne, repose sur un malentendu. En effet, l'exploration du corps, même par la génétique, n'a vraiment plus rien de nouveau, sauf si on se place sur un temps très long.
et ne saurait, à mon sens, être qualifié d'horizon du droit pénal, sauf dans un sens, justement, que je préciserai plus tard. Alors, pour m'en tenir à la génétique, cela fait presque 40 ans qu'Alec Jeffreys, à l'université de Leicester, a découvert la technique des empreintes génétiques qui furent acclimatées en droit français par la loi du 17 juin 1998, puis par le décret du 18 mai 2000 qui a créé le fameux fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ces empreintes sont aujourd'hui utilisées de façon absolument routinière dans les enquêtes pénales en France et en Europe dans le cadre de la coopération policière et judiciaire entre États. Explorer le corps pour identifier l'auteur d'une infraction n'a véritablement rien de nouveau, même au-delà des empreintes génétiques. Il suffit de penser aux tatouages, au marquage de fleurs de lys au fer rouge ou encore aux empreintes digitales. Mais empreintes digitales, tatouages, marquages s'attaquent à la superficie du corps, alors que l'ADN a longtemps tiré sa spécificité et son caractère fascinant, non seulement de son unicité pour chaque être vivant, et ça c'est ce qui le rapproche de l'empreinte digitale, mais aussi du fait qu'il doit précisément faire l'objet d'une exploration, comme le dit le titre, quasiment au sens propre du terme. Il s'agit en effet, au moyen d'un prélèvement, soit sur la personne, soit à partir quand on recueille un élément détaché de son corps, de procéder à une analyse de la structure génétique de cet élément, ce qui suppose une expertise d'une haute technicité, à la fois s'agissant des conditions de prélèvement ou surtout du recueil, où il faut éviter notamment les effets de contamination. Donc, à ce stade-là, mais aussi au stade de l'analyse et du rapport de comparaison, car le système des empreintes génétiques fonctionne sur un système de comparaison et de probabilité. Rien donc de simple ou d'immédiat dans la preuve par la génétique. L'unicité comme la stabilité des empreintes génétiques et des empreintes digitales a donné lieu à une discipline, la biométrie, qui désigne, et je reprends ici la définition de la CNIL, l'ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Il s'agit là donc d'un sens assez large qui englobe d'autres techniques que les empreintes génétiques et les empreintes digitales. Et il faut avoir aussi en tête que la biométrie, c'est une science qui étudie les variations biologiques à l'intérieur d'un groupe déterminé à l'aide d'outils mathématiques et qu'elle a bien d'autres applications que le droit pénal, par exemple en agronomie ou en médecine. Si donc on peut penser l'exploration du corps comme un horizon de la justice pénale ou du droit pénal, c'est donc non pas factuellement, mais de façon normative. Parce que, à mon sens, l'exploration du corps, notamment par la génétique, permettrait de repenser certains principes du droit pénal, et plus précisément de l'enquête pénale, et plus précisément encore la question de la preuve. Cette évolution est déjà en marche et c'est l'hypothèse que je soumets à votre sagacité. Et il me semble que c'est par un processus de démythification de la preuve génétique que celle-ci pourrait, à un certain nombre de conditions, contribuer à la reconfiguration de certains principes cardinaux du droit pénal. Donc je vais d'abord voir la manière dont la preuve par la génétique s'est normalisée. Et ensuite, je verrai comment cette démythification ou normalisation, comme vous voulez, contribue à englober les données génétiques dans des catégories plus vastes, notamment celles de données personnelles, qui pourraient aboutir à donc dessiner un horizon nouveau pour la justice pénale. Donc tout d'abord, la normalisation de la preuve par ADN. Qu'il nous paraît loin déjà le temps où la preuve par l'ADN était qualifiée de reine des preuves. Et pourtant, cette expression était encore utilisée couramment, voici une dizaine d'années, en dépit des mises en garde précoces de juristes, dont certains dans la salle, comme Coralie, qui il y a longtemps déjà nous a bien dit « attention, ce n'est pas la reine des preuves ». Bon.
Aujourd'hui, on préfère parler, je cite d'autres auteurs, de reine des preuves imparfaites, ou encore on souligne à l'envi son ambivalence, pièce maîtresse ou pièce traîtresse, etc. Je ne reviendrai pas ici sur ce que j'ai esquissé en introduction, à savoir, parce que j'y reviendrai pas parce que c'est connu, à savoir le fait que la fascination qu'a exercée cette preuve à ses débuts, qu'il s'agisse d'inculper ou de disculper un individu, était sans doute liée à la façon dont elle a été vulgarisée et présentée comme opérant comme par un coup de théâtre. D'accord ? Or, cette vision est à l'opposé de la réalité. Une bonne utilisation de la preuve ADN suppose un savoir-faire expert en matière de manipulation des objets sur la scène de crime, une infrastructure informatique efficace, des connaissances en génétique et en probabilité élevées pour rédiger et interpréter un rapport d'expertise, ainsi qu'une harmonisation des pratiques et des principes lorsqu'il s'agit de solliciter des empreintes génétiques d'un fichier situé à l'étranger, dans un des pays avec lesquels la France coopère dans le cadre du traité de Prüm. Aussi discute-t-on aujourd'hui, dans le cadre du procès, d'aspects techniques liés à la preuve ADN. Un exemple parmi mille, parce qu'il est relativement récent, au procès de Magnanville, qui s'est achevé le 11 octobre dernier, un expert a dit, je cite, « Sur une scène de crime, il y a trop de variables. La science aujourd'hui ne peut pas vous aider. On ne peut rien vous apporter, ni à l'accusation, ni à la défense. L'ADN, c'est un élément d'enquête, un élément du puzzle, parmi d'autres. C'est à vous qui avez les autres pièces de faire l'assemblage. » C'est un expert en génétique. Donc, je dirais qu'au fond, plus la preuve par génétique se perfectionne techniquement et plus on y a recours, plus elle se discute et plus elle se démonétise, en même temps du reste, qu'elle devient de moins en moins coûteuse. C'est un autre aspect de la question qu'on pourrait voir. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'une forme d'acculturation de cette preuve à notre système juridique, au sens où la preuve génétique a été, par petites touches, passée au tamis moins spectaculaire que les progrès de la science, au tamis donc du droit, mais qui est aussi bien plus, enfin, pardon, pas bien plus, aussi puissant socialement que la science. Progressivement, en effet, la preuve génétique est entrée dans le moule des catégories du débat juridique. En même temps qu'elle étendait matériellement son empire, je fais ici référence à l'augmentation constante du champ des infractions pour lesquelles elle peut être utilisée, également du champ des techniques. Je pense ici à la preuve génétique par la parentèle, on pourra y revenir si vous voulez. On a progressivement fait quoi? On a progressivement interrogé l'application de la loi dans le temps de l'inscription du FNAEG, posé la question de la nature de cette inscription, peine ou mesure de sûreté, discuter de la constitutionnalité des dispositions du Code de procédure pénale relatives au FNAEG, comme disait Xavier tout à l'heure, c'est les 706-54 et suivants. Voilà. Je pense ici à la fameuse décision du 16 septembre 2010 du Conseil constitutionnel. Donc, contester à plusieurs reprises en justice la pénalisation du refus du consentement. Je vous renvoie ici par exemple, un exemple entre mille, enfin pas mille peut-être, mais criminel 22 septembre 2021 dans la fameuse affaire des crocheurs. Critiquer les délais de conservation des empreintes au FNAEG et les conséquences de la procédure d'effacement. Entendez-moi bien, cela ne signifie pas que les différentes instances en question aient récusé la force de ces preuves, et comme je le dis souvent, elle ne le pourrait pas, d'accord ? Quel juge va dire cette preuve ne vaut rien, ça n'a pas de sens, d'accord ? Cela ne signifie pas non plus qu'elles aient systématiquement fait droit aux réclamations de ceux qui en contestaient l'usage. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle dans un autre contexte, le contexte médical, l'exceptionnalisme génétique me semble avoir vécu. Et ce qu'on appelle l'exceptionnalisme génétique dans le cadre médical, c'est le pouvoir explicatif des tests ADN en matière donc justement d'explication ou de prédiction de telle ou telle pathologie et partant le régime juridique qui s'y attache, qui est spécifique, notamment en matière de recueil des consentements.
du consentement. Alors, je vous citerai un arrêt récent, vous l'avez peut-être vu passer, parce que je pense qu'il a fait un peu de bruit, ou il va faire un peu de bruit, de la semaine dernière de la Cour constitutionnelle allemande, du 31 octobre dernier, qui a considéré par 6 voix contre 2, alors qu'une disposition du Code de procédure pénale allemand qui permet la réouverture d'un dossier s'il y a des faits ou des preuves nouveaux, quand bien même la personne aurait été acquittée, que cette disposition donc est non conforme à la Constitution allemande, pas la Constitution, à la loi fondamentale, et plus précisément au principe ne bis in idem et au principe de non-rétroactivité. Alors, je n'entre pas dans les détails, notamment parce que je n'ai pas lu l'entièreté de la décision. Voilà, je n'ai pas encore analysé complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en l'espèce, les preuves nouvelles étaient des preuves génétiques. Et c'est, à mon avis, une bonne démonstration de ce que j'avance, c'est-à-dire que ce caractère n'a même pas été mentionné. Ils ont juste dit c'est contraire à 2 principes fondamentaux. Donc, au terme de ce bref développement, ce que je pourrais dire, c'est que, c'est au fond moins l'exploration du corps et de la génétique qui serait le nouvel horizon de la justice pénale que la justice pénale qui serait l'horizon de l'exploration du corps par la génétique. Alors, si c'est vrai, j'en sais rien, hein, vous me le direz, c'est parce que le corps, y compris exploré par la génétique, est loin d'être la seule instance de vérité explorée par le droit pénal. Et je vais donc maintenant brièvement examiner dans un deuxième temps l'effacement, si vous voulez, des contours spécifiques de la preuve génétique. Au moment de l'arrêt fondateur que fut l'arrêt Marper, on s'est beaucoup concentré sur l'incidence de cette décision sur le régime du fichier génétique du Royaume-Uni à l'époque, mais on n'a guère porté attention à la généralité de la formule. Hein. La Cour européenne des droits de l'homme évoquait les données génétiques, bien sûr, mais aussi les empreintes digitales. Et cette généralité, empreinte génétique, empreinte digitale, a été réitérée lorsque ce fut autour de la France d'être condamné dans les affaires Brunet et Heikeger. Et la Cour n'adressait pas ses griefs donc uniquement aux fichiers d'empreintes génétiques, mais aussi aux empreintes digitales. Donc, certes, l'ADN a été singularisé en tant qu'il peut révéler une part intime de l'individu, mais la Cour, qui par ailleurs n'a pas du tout remis en question la légitimité de la lutte contre la criminalité, y compris en recourant à ce mode de preuve, mais elle n'a pas récusé une technique particulière et surtout elle a insisté sur les possibles effets attentatoires aux libertés de la mise en fichier des données. C'était davantage la mise en fichier qui était problématique. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que par une sorte d'effet retour ou d'effet boomerang, alors que les fichiers d'empreintes génétiques avaient été peu questionnés, ils l'ont été lorsque les fichiers d'empreintes génétiques ont été mis sur la sellette. Et c'est ce qui a obligé le gouvernement à intervenir pour mettre le droit en conformité avec le décret du 29 octobre 2021 sur la conservation et l'effacement des données génétiques. Alors, je vais absolument rester dans le temps, donc je vais vraiment prendre 2 minutes pour la fin de mon propos, qui consiste à vous dire qu'il me semble que le vent nouveau vient de la Cour de justice de l'Union européenne, et ce, de 2 points de vue. D'abord, je ferai référence à l'arrêt du 26 janvier 2023, dont je ne prononcerai pas le nom, ce serait ridicule. Donc c'est l'affaire C205/2021, c'est l'affaire bulgare, l'affaire contre la Bulgarie. Et c'est un arrêt qui est extraordinairement intéressant, me semble-t-il, parce que la Cour a été amenée à se prononcer sur la compatibilité de la loi bulgare avec la directive police-justice à l'occasion d'une demande judiciaire
visant à obtenir l'exécution forcée d'une mesure de collecte et d'enregistrement des données biométriques ou génétiques. Et en fait, la Cour a articulé cette directive et le RGPD. Et elle a dit que les données génétiques et biométriques, c'était des données personnelles et qu'elles ne pouvaient en aucune manière faire l'objet d'une collecte, qu'il fallait absolument, excusez-moi, que les États soient libres de recouvrer leur entière liberté sur l'encadrement par le droit national des traitements de données à caractère personnel aux fins de lutte contre la criminalité. Donc elle est passée par la qualification de données personnelles pour dire aux États qu'il fallait qu'ils fassent attention au champ d'application de la directive d'une part et du RGPD d'autre part. Et donc elle a condamné tout simplement la collecte systématique de données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen aux fins de l'enregistrement policier. Donc, c'est via une forme de décorporéisation de la donnée génétique que finalement, elle se trouve être, devoir, être soumise à un régime plus respectueux des droits fondamentaux. Et enfin, le dernier arrêt, alors que je mentionnerai juste, c'est celui de la Cour, cette fois-ci européenne, excusez-moi, Dragan Petrovic contre Serbie sur le prélèvement forcé. Alors, c'est un arrêt de 2020 qui, à mon avis, devrait nous faire beaucoup réfléchir sur le régime du prélèvement forcé en France. Hein, parce que si... alors, le prélèvement forcé d'ADN, de salive en vue d'ADN, d'accord. Si on lisait 706-56 sur le prélèvement forcé, qui est envisagé vraiment dans le droit français sous forme de prétérition, à la lumière de cet arrêt et de la nécessité d'un contrôle judiciaire et non pas simplement par le procureur de la République, eh bien, à mon avis, on pourrait en prendre de la graine. Alors, je conclus en disant que le droit pénal de la preuve aujourd'hui ressemble à un grenier. On emploie on empile des techniques et l'une ne chasse pas l'autre. Pourquoi ? Pour de multiples raisons. D'abord, s'agissant de l'ADN, ce n'est pas une preuve propre à la matière pénale. Elle est utilisée dans plein d'autres champs, notamment dans le champ de l'affiliation, d'accord ? Et l'ADN lui-même est utilisé dans le domaine médical, dans le domaine de l'archéologie, dans le domaine de la paléontogénétique, etc., d'accord ? Donc, il me semble que face à des techniques très évolutives et employées de manière combinée, les juges ont une analyse finalement assez prudente et assez sommaire. Le régime en construction qu'on pourrait imaginer devrait, à mon sens, systématiser la place accordée à la preuve par la technologie, de manière générale, pas seulement par la génétique, dans le Code de procédure pénale, expliciter les modes de preuve licites et illicites au-delà du principe de la liberté de la preuve, expliciter les autorisations, les contrôles, s'intéresser à la proportionnalité entre les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour organiser tel mode de preuve et la contribution de telle ou telle preuve à l'enquête et au procès. Donc finalement, il me semble que l'avenir du droit pénal n'est pas dans la technique. Celle-ci a toujours été et continuera d'être un auxiliaire, mais l'avenir du droit pénal est dans le droit pénal. Je vous remercie.